Nouvelle charte des droits de l'homme en Iran. Elle définit la liberté de penser, de manifester et de bénéficier d'un procès équitable. Mais ceci ne s'applique pas aux leaders de l'opposition ou aux citoyens à double nationalité. Une ambiguïté qu'essaie de clarifier l'assistante du président chargée des droits des citoyens à l'origine de la charte. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une mesure élective, ce n'est pas qu'une mesure politique. Cela a un vrai impact sur les droits de l'homme et la citoyenneté et les droits des gens. Cela ne concerne pas seulement ce gouvernement, le gouvernement du président Rouhani, mais c'est pour les 100 années à venir. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a de très nombreuses violations des droits humains de par le monde et aucun de ces médias étrangers ne semble vouloir en discuter. Nous pensions que des ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International seraient motivés pour relever les nombreuses violations des droits de l'homme au Yémen, au Bahreïn, à Gaza, en Syrie ou en Irak. Pourquoi on ne fait pas plus attention à ces violations des droits humains? C'est une attitude à deux mesures, c'est ce que je crois. L'assistante a ainsi accusé Human Rights Watch et Amnesty International de harceler l'Iran et d'ignorer des abus de droits dans des pays comme le Bahreïn et le Yémen. Porté par des sondages encourageants, le nouveau chef de file des sociaux-démocrates allemands Martin Schulz a lancé dimanche sa campagne électorale pour tenter de détrôner Angela Merkel. Ich trete mit dem Anspruch an, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. J'ai l'ambition de devenir chancelier et de faire du SPD la première force politique du pays, a déclaré à Berlin dans son premier grand discours, celui qui fut pendant 5 ans, jusqu'en janvier, président du Parlement européen. Au vu des enquêtes d'opinion, la chancelière conservatrice reste toutefois largement favorite pour obtenir un 4e mandat à l'issue des élections législatives du 24 septembre. Élections qui seront précédées en prétend de 3 scrutins régionaux importants. Alors que le SPD atteignait depuis des mois des records d'impopularité menaçant même d'être rattrapé dans les intentions de vote par la droite radicale anti-immigration, l'arrivée de Martin Schulz, confirmé dimanche comme candidat à la chancellerie de son parti, a donné un nouvel élan. Il dit vouloir lutter pour une Allemagne plus juste, dénonçant les bonnies des patrons et les paradis fiscaux qui permettent à ses dires aux grands groupes d'échapper à l'impôt. Il a par ailleurs promis de défendre les classes populaires et leurs soucis quotidiens. Une tentative pour lui de reconquérir un électorat qui, comme partout en Europe, s'est dans l'ensemble détourné de la social-démocratie. L'autre priorité de l'ancien parlementaire européen est la lutte contre la progression du parti nationaliste Alternative pour l'Allemagne, qu'il a qualifié de honte pour la République. 58,65% des suffrages, c'est le score par lequel Benoît Hamon a remporté face à Manuel Valls dimanche le second tour de la primaire socialiste élargie. Défenseur d'une gauche totale, l'homme est ainsi devenu le champion socialiste pour la présidentielle en France. On ne pensait pas gagner, en tout cas on n'en était pas sûr, mais ce soir c'est un plaisir immense, en plus avec un score sans appel. On est presque à 60% des suffrages et franchement c'est une joie énorme. Les obstacles ont été nombreux et je pense que ce projet aujourd'hui a le mérite d'aller jusqu'au bout. Et donc on soutiendra encore pendant 4 mois le projet de Benoît Hamon qui mérite d'être président et qui mérite aujourd'hui de faire revivre le socialisme en France. Le président de la haute autorité a fait état d'une forte hausse de la participation avec 1 101 000 votants. Longtemps donné au coude à coude avec le conservateur François Fillon, Marine Le Pen semble creuser l'avantage selon un sondage publié dimanche. François Fillon, lui, est désormais talonné par l'étoile montante de la campagne, l'ex-ministre de l'économie Emmanuel Macron. 2 hommes cagoulés ont tiré sur des fidèles ce dimanche à la mosquée de Québec, dans le sud-est du Canada. Bilan, 6 morts dans ce que le premier ministre Justin Trudeau a qualifié d'acte terroriste. C'est aux environs de 19h30 local dimanche, soit 0h30 GMT lundi, à la fin de la dernière prière de la journée, que les 2 hommes ont fait irruption dans l'enceinte du centre culturel islamique de Québec avant de faire feu. Une 50aine de personnes étaient rassemblées dans ce lieu de culte où les secours ont déploré 6 morts et 8 blessés. Les 2
deux hommes portaient une cagoule noire et l'un avait un fort accent québécois, a expliqué un témoin interrogé par Radio-Canada. Ils ont ouvert le feu puis se sont enfuis. La police, arrivée rapidement sur les lieux, a interpellé les deux hommes. D'autres mosquées au Canada ont également été la cible de graffitis à caractère raciste au cours des derniers mois. Manifestations, condamnations politiques, pression internationale. Donald Trump se retrouve sur la défensive pour sa deuxième semaine à la Maison-Blanche après sa décision de fermer les frontières pendant plusieurs mois à tous les réfugiés ainsi qu'aux ressortissants de 7 pays musulmans. Après un week-end de confusion et de controverses, le président républicain s'est défendu de toute discrimination anti-musulman alors que des milliers de manifestants se sont rassemblés à Washington, New York, Boston et dans d'autres villes des États-Unis. Ma famille est originaire de la Suisse allemande. Mes enfants sont les enfants d'un homme dont la mère était une Française catholique et le père un juif hongrois. Ce pays est un pays d'immigrants. C'est un pays bâti sur l'immigration. Ce que Trump fait est un affront. C'est une violation de nos principes les plus profondément ancrés. Je ne pouvais pas rester à ne rien faire et j'espère que personne ne laissera faire ça sans manifester. Dans les aéroports américains, des scènes de détresse ou de joie avaient lieu parmi les familles attendant de retrouver leurs proches bloqués par les agents d'immigration. Ça fait vraiment peur et c'est inhumain. Des gens qui n'ont pas vu leur famille depuis tant d'années. La première chose dont ils ont envie, c'est de rentrer et de voir leur mère, leur père, leur fils, des gens qu'ils n'ont pas vus depuis plusieurs années. Pour eux, être retenus en otage à l'aéroport et ne pas être autorisés à sortir, à être libres, c'est quelque chose de terrifiant auquel nous ne devrions pas avoir à faire face au XXIe siècle. Des milliers de manifestants se sont aussi fait entendre sous les fenêtres du président Trump dans le parc de la Maison-Blanche à Washington. Le milliardaire républicain n'a fait qu'appliquer ses promesses de campagne, souligne son entourage, comme lors de la signature toute la semaine passée de décrets sur la santé, l'immigration clandestine, la lutte anti-djihadiste ou le pétrole. Au-delà des condamnations internationales, de Téhéran au Caire en passant par les grands pays européens, le président républicain est critiqué par l'opposition démocrate et par un nombre croissant d'élus de la majorité républicaine. Des fleurs et des mots de soutien déposés devant la mosquée à Québec. Les hommages aux victimes de la fusillade qui a fait 6 morts et plusieurs blessés dimanche se multiplient. Les membres et le personnel de l'université Laval ont eux aussi organisé une veillée en hommage à un professeur victime de la fusillade. Des actes aussi ignobles qui viennent en fait bafouer tous les principes qu'on défend, toutes les valeurs qu'on défend dans notre institution, les valeurs de respect, les valeurs de respect de la différence, le respect des modes de pensée et tout, ça vient nous affecter énormément. Ce professeur qui était depuis 15 ans au Québec, qui était venu avec son épouse, qui avait 2 doctorats, qui était très scolarisé, extrêmement apprécié de ses étudiants, c'est l'exemple même de l'inclusion et de l'apport des communautés culturelles au Québec. On sait bien que ça ne fait pas partie de la culture des Québécois. On n'est pas vraiment peur d'avoir encore cet attentat. On aimerait bien que le gouvernement soit un peu vigilant quand même pour que ça ne se reproduise pas. Une messe biconfessionnelle a aussi été célébrée mardi soir, toujours à Québec. Après la cérémonie, plusieurs personnes se sont recueillies à l'extérieur près de nombreux lampions et gerbes de fleurs qui ont été déposés à la mémoire de ceux qui ont péri dans cet attentat. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a critiqué le décret américain anti-immigration visant les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane, affirmant que les mesures prises à l'aveuglette risquaient d'être inefficaces. Antonio Guterres avait déjà réagi à travers son porte-parole après le décret du président américain disant espérer que ces mesures soient temporaires, mais sans les condamner explicitement ni appeler à leur annulation. Les pays ont le droit, même l'obligation de contrôler leurs frontières pour éviter l'entrée de membres d'organisations terroristes, explique-t-il dans un communiqué avant de prévenir que les mesures adoptées à cette fin ne peuvent être basées sur aucune forme de discrimination vis-à-vis de la religion, de l'origine ethnique ou de la nationalité.
De telles discriminations déclenchent une vague d'anxiété et de colère qui peut faciliter la propagande des organisations terroristes que nous voulons tous combattre, poursuit Antonio Guterres. Le président américain Donald Trump a suspendu vendredi par décret l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane: l'Iran, l'Irak, le Yémen, la Somalie, le Soudan, la Syrie et la Libye, et de tous les réfugiés de ces pays. Des milliers de Roumains sont descendus dans la rue mardi soir pour manifester contre le gouvernement qui a décidé par décret d'un allègement du code pénal pour des délits de corruption touchant la classe politique. Les manifestants étaient 10 000 à Bucarest, selon plusieurs médias roumains, rassemblés spontanément depuis le milieu de soirée devant le siège du gouvernement au cri de démission et voleurs. Des protestations ont également eu lieu dans plusieurs autres villes, dont Cluj, Sibiu, Timișoara et Iași, selon les médias. La mobilisation a été immédiate après l'annonce de l'adoption d'un décret d'urgence qui pourrait permettre à de nombreux hommes politiques d'échapper à des poursuites pénales considérées par ses détracteurs comme une volonté de reprise en main de la justice par l'exécutif social-démocrate au pouvoir depuis moins d'1 mois. Les associations de magistrats, le parquet général et le Conseil supérieur de la magistrature ont dénoncé à l'unisson la procédure de décret. L'opposition de centre droit a annoncé son intention de déposer une motion de censure contre le gouvernement. De violents heurts ont éclaté mercredi devant l'Assemblée législative de Rio de Janeiro lors d'une manifestation contre les mesures d'austérité proposées par le gouvernement de cet État du sud-est du Brésil au bord de la faillite. En plein centre-ville, la police anti-émeute tentait en début d'après-midi de disperser ces centaines de manifestants avec du gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes. Les manifestants, en grande majorité des fonctionnaires, étaient pour la plupart pacifiques, mais certains ont été vus en train d'essayer de casser les barrières de protection censées fermer l'accès à l'Assemblée, et un autobus a été incendié par un groupe de jeunes au visage masqué. Parmi les manifestants se trouvaient des employés des services sanitaires, des fonctionnaires retraités et même des agents de police qui ne recevaient pas la totalité de leur salaire depuis des mois. Pour faire face à une crise sans précédent, les autorités locales de Rio ont noué fin janvier un accord avec le gouvernement fédéral pour obtenir des aides financières moyennant l'adoption de mesures d'austérité. Parmi ces mesures, une augmentation de 11 à 14% des retenues sur les salaires pour contribuer au système de retraite, la réduction du nombre de fonctionnaires, l'annulation des programmes sociaux et la privatisation de l'agence locale de traitement des eaux. Budapest, troisième MP30 et petit poussé désigné à l'instar de Los Angeles et Paris, candidate à l'organisation des Jeux Olympiques 2024, attendra la mi-février avant de se lancer. Les promoteurs de la candidature hongroise, menacés par un référendum d'initiative populaire, ont en effet décidé de se consacrer pour le moment à démontrer aux habitants de Budapest la façon dont les Jeux Olympiques pourraient améliorer leur vie. Vendredi, à l'heure de l'ouverture des débats, le Comité international olympique aura à recevoir le dernier chapitre des dossiers de candidature consacrés à l'héritage et à la livraison des Jeux. L'héritage repose sur 5 piliers aux yeux du CIO, les infrastructures et les sites naturels à préserver, la gestion des ressources, la mobilité, les ressources humaines et le climat. Los Angeles et Paris, les deux candidatures favorites aux yeux des observateurs, n'ont pas eu de mal à répondre. Leurs infrastructures sont construites pour l'essentiel déjà héritées des Jeux californiens de 1984 pour la première. Budapest, elle, devra s'appliquer à convaincre de l'utilité des équipements pérennes prévus.